Donald Trump et d'autres génies avaient raison. Les États-Unis affichent 4,3% de croissance au dernier trimestre. Et son président jubile par cette fanfaronnade, alors que la France piétine à 0,8. L'écart se creuse depuis bientôt 20 ans, et le fossé est de plus en plus visible. À ce rythme, dans 87 ans, l'économie française aura doublé de taille, alors que l'économie américaine aura été multipliée par 50. Et les rapports de force ne seront plus du tout les mêmes. L'Europe risque de connaître ce qu'elle a fait subir au monde, la colonisation. Pendant près de 5 siècles, l'Europe a dominé le monde. À partir de la Renaissance, elle devient le cœur battant de l'histoire économique mondiale. Elle impose un nouveau rapport au savoir, au temps et à l'espace. Avec l'imprimerie, les idées circulent. Avec la rationalisation de la pensée, la science progresse. Avec les grandes découvertes, le monde s'ouvre. Cette domination européenne n'est pas abstraite. Elle est portée par des nations, chacune avec son rôle, sa spécialité, sa contribution à la construction du monde moderne. L'Italie d'abord ouvre la voie. Les cités de Florence, Venise, Gênes inventent la banque moderne, la comptabilité, le crédit, les lettres de change. Elle finance le commerce international, les États, les explorations. La Renaissance italienne marque le point de départ d'un basculement intellectuel et économique majeur. L'Espagne ensuite devient au XVIe siècle la première puissance mondiale. Elle contrôle des routes maritimes entières, exploite les richesses du Nouveau Monde, bâtit un empire sur plusieurs continents. L'or et l'argent américains irriguent l'Europe et déplacent le centre de gravité de l'économie mondiale vers l'Atlantique. La Hollande, au XVIIe siècle, invente le capitalisme commercial moderne. Amsterdam devient la première place financière mondiale. La bourse, les sociétés par actions, les grandes compagnies de commerce structurent un modèle fondé sur le risque, l'investissement et la circulation des capitaux. L'Angleterre, au XVIIIe et au XIXe siècle, transforme définitivement le monde. Elle est le berceau de la révolution industrielle. Elle mécanise la production, maîtrise l'énergie, développe le commerce mondial, impose la livre sterling comme monnaie de référence. Londres devient le centre financier de la planète. La France, enfin, joue un rôle central dans la structuration de l'État. Elle rationalise l'administration, le droit, la fiscalité. Elle développe une industrie puissante, une agriculture productive et diffuse ses normes bien au-delà de ses frontières. Cette domination européenne repose aussi sur un facteur souvent sous-estimé, la démographie. À partir du XVIIIe siècle, l'Europe connaît une forte croissance de sa population. Les progrès agricoles, puis les avancées médicales font reculer la mortalité, allongent l'espérance de vie, stabilisent les sociétés. Une population plus nombreuse, plus éduquée, en meilleure santé, alimente la production, l'innovation et la puissance militaire. Pendant plusieurs siècles, l'Europe ne se contente pas de produire de la richesse. Elle fixe les règles du jeu mondial. Elle impose ses normes commerciales, juridiques et monétaires à toute la planète. Elle domine, parfois brutalement, mais elle organise le monde. Si l'on remonte plus loin encore, au Moyen-Âge, la situation était très différente. Le centre de gravité économique mondial se trouvait alors en Asie. La Chine était le moteur de la croissance mondiale, portée par sa démographie, son avance technologique et son organisation impériale. L'Europe était périphérique. Quant aux États-Unis, ils n'avaient pas encore commencé leur développement. Aujourd'hui, le paradoxe est saisissant. L'Europe a vu sa part dans le PIB mondial reculer au point de retrouver un niveau comparable à celui qu'elle occupait au Moyen-Âge. Ce constat n'est ni polémique ni idéologique, il est historique. La question n'est donc pas de savoir si l'Europe a un glorieux passé, elle l'a. La question est de comprendre pourquoi. Après avoir dominé le monde pendant des siècles, pour le meilleur et pour le pire, elle se retrouve aujourd'hui à la traîne, dépassée par les États-Unis, rattrapée par l'Asie et enfermée dans une croissance faible. Avant de parler de décrochage, il faut s'arrêter un instant sur ce que l'on compare réellement. Quand on parle de croissance, on parle du PIB, le produit intérieur brut, la valeur totale de ce qu'une économie produit chaque année. C'est un indicateur imparfait, mais fondamental, parce qu'il mesure la capacité d'un pays à financer son État, son modèle social, son armée, son innovation et bien sûr son avenir. Aujourd'hui, les ordres de grandeur sont les suivants. Les États-Unis produisent environ 27 000 milliards de dollars de richesse par an. L'Union européenne, autour de 17 à 18 000 milliards de dollars. La France, environ 3 000 milliards de dollars. Mais ces chiffres bruts ne disent pas tout. Les États-Unis comptent environ 330 millions d'habitants. L'Union européenne, autour de 450 millions.
et la France environ 68 millions. C'est pourquoi l'indicateur réellement pertinent n'est pas le PIB total, mais le PIB par habitant. C'est celui qui mesure la richesse produite en moyenne par personne, donc le niveau de vie, la productivité et la dynamique réelle d'une économie. Aujourd'hui, l'écart est net. Le PIB par habitant américain est de l'ordre de 80 000 $ par an. Le PIB par habitant moyen en Europe se situe autour de 40 à 45 000 $. En France, il est légèrement au-dessus de 40 000 $. Autrement dit, un Américain produit aujourd'hui presque 2 fois plus de richesses qu'un Français ou qu'un Européen moyen. Or, la croissance économique n'est pas linéaire, elle est capitalisée. Chaque année de croissance s'ajoute à une base déjà plus élevée. C'est un mécanisme exponentiel, pas arithmétique. Pour donner un ordre de grandeur très concret, avec une croissance de 4,3% par an, celle des États-Unis actuellement, une économie double de taille en environ 15 ans. Imaginez que dans 15 ans, il y aura un deuxième Google, un autre Amazon. Tesla aura doublé de valeur, le PIB par habitant sera de 160 000 $ aux États-Unis. En France, avec une croissance de 0,8% par an, dans 15 ans, le PIB par habitant passera de 40 000 $ à 45 000. Pour doubler la taille du PIB français, il faudra 87 ans, autrement dit presque un siècle. Pendant ce même laps de temps, que se passe-t-il de l'autre côté de l'Atlantique? Si l'économie américaine croît à 4,3% pendant ces 87 années, elle ne double pas, elle est multipliée par plus de 50. Une économie de 27 000 milliards de dollars devient alors une économie de plus d'1 million de milliards à prix constant. Ce n'est donc pas un simple écart de performance, c'est un fossé de trajectoire. Cette trajectoire attire les capitaux, mais aussi les talents. Elle concentre l'innovation, les centres de décision et se transforme mécaniquement en puissance politique et militaire. Et l'économie n'est pas seulement une question de richesse, elle est le socle de l'influence, de la souveraineté et de la domination dans le monde. Ce raisonnement nous ramène directement à la perspective historique évoquée au début. Pendant des siècles, l'Europe a dominé le monde parce qu'elle produisait plus, accumulait plus de capital, attirait les talents et transformait cette richesse en puissance. La domination européenne ne reposait pas sur des valeurs abstraites, mais sur une supériorité économique concrète, durable, mesurable et technologique. Aujourd'hui, cette mécanique commence à fonctionner en sens inverse. Si l'écart de croissance continue de s'accroître, l'Europe ne se contentera pas de perdre du poids relatif, elle s'exposera à une forme de dépendance structurelle comparable dans ses effets à ce que furent autrefois les rapports coloniaux. Non pas une colonisation militaire et encore, mais une colonisation par l'économie, la technologie et la norme. Les données produites en Europe deviendront la propriété d'acteurs étrangers, les décisions industrielles, énergétiques et technologiques seront prises hors du continent, les entreprises stratégiques passeront sous contrôle extérieur. Les flux de richesses remonteront ailleurs pendant que le niveau de vie des populations européennes s'érodera. L'histoire économique est constante sur ce point. Lorsqu'une zone ne crée plus suffisamment de richesses, elle perd progressivement sa capacité à décider par elle-même. Elle applique des règles qu'elle n'a pas écrites, s'aligne sur des standards qu'elle n'a pas définis, accepte des arbitrages dictés par d'autres. L'Europe a longtemps occupé la position dominante dans le monde. Elle pourrait, si la trajectoire actuelle se prolonge, se retrouver dans la situation inverse, celle d'un espace riche en apparence, mais dépendant dans les faits. À ce stade, il ne s'agit pas d'un débat économique, il s'agit d'un enjeu de souveraineté, et au sens plein du terme, d'un enjeu de civilisation. Pour comprendre le décrochage de l'Europe, on commence souvent par invoquer l'histoire et la philosophie. Ce n'est pas absurde, mais ce n'est pas suffisant. Certes, l'Europe a une histoire lourde. 2 guerres mondiales sur son sol, des destructions massives, des millions de morts. Cette histoire a profondément marqué les sociétés européennes. Après 1945, une priorité s'impose, la stabilité, la paix, la protection sociale. L'État-providence n'est pas un choix technique, c'est un choix historique. Il vise à éviter le retour des violences du passé, à sécuriser les individus, à réduire les risques sociaux. Cette trajectoire a des conséquences économiques. En Europe, la prise de risque est plus encadrée, la régulation est plus forte, la recherche du compromis prime souvent sur la rupture. À cela s'ajoute un rapport particulier à la richesse et à la réussite. Comme l'a analysé Max Weber, certaines sociétés valorisent davantage l'accumulation, l'initiative individuelle et la réussite économique, d'autres s'en méfient davantage. Les États-Unis se sont construits comme une société d'expansion. L'échec y est plus facilement accepté. La réussite économique y conserve une légitimité morale forte.
Cela favorise l'entrepreneuriat, l'investissement et l'innovation à grande échelle. L'Europe, à l'inverse, a progressivement développé une culture de la précaution. La norme protège, la régulation rassure, ce modèle a produit des sociétés stables, souvent prospères, avec un niveau de vie élevé. Mais cette culture rend aussi plus difficile l'adaptation rapide aux grandes ruptures économiques et technologiques. Elle freine parfois la concentration du capital, la prise de risque et la vitesse d'exécution. Pour autant, il faut être clair. Ces raisons historiques et philosophiques n'expliquent pas le décrochage actuel. En 2008, au moment de la crise financière mondiale, le PIB par habitant en France et aux États-Unis était comparable. L'Europe n'était pas en retard, elle n'était pas dominée, elle était au même niveau de richesse par habitant que l'économie américaine. Autrement dit, si le décrochage que nous observons aujourd'hui était uniquement lié à l'histoire, à la culture ou à la philosophie, il aurait toujours existé. Or, ce n'est pas le cas. Des raisons historiques et philosophiques expliquent des différences de comportement, elles expliquent des réflexes collectifs, mais elles n'expliquent pas la divergence brutale des trajectoires depuis 15 ans. Pour comprendre cela, il faut plutôt regarder ce qui s'est passé après 2008 et surtout les choix économiques et politiques qui ont été faits de part et d'autre de l'Atlantique. La crise de 2008 est un choc mondial. Elle frappe les États-Unis comme l'Europe. Les banques vacillent, le crédit se bloque, l'économie entre en récession. Contrairement à une idée répandue, l'Europe ne traverse pas cette période sans recourir massivement à la dette publique. La dette augmente fortement, partout, y compris en zone euro. La différence ne tient donc pas au niveau de dette, elle tient à la manière dont l'Europe gère la crise et surtout à ce qu'elle devient après. En Europe, la crise financière se transforme rapidement en crise existentielle de la zone euro. À partir de 2010, l'attention se focalise sur un pays, la Grèce. S'ensuivent plusieurs plans de sauvetage successifs, des centaines de milliards d'euros sont mobilisés pour éviter un défaut, préserver la monnaie unique, empêcher l'éclatement de la zone euro. Ces plans sont politiquement nécessaires, mais économiquement coûteux. Pendant des années, l'énergie politique, financière et institutionnelle de l'Europe est absorbée par la gestion de cette crise. Les débats portent sur les règles budgétaires, les déficits, la solidarité entre États, les mécanismes de soutien. Ce temps n'est pas neutre. Il se traduit par un sous-investissement durable. L'investissement public ralentit, mais surtout l'investissement privé reste très prudent. L'incertitude institutionnelle freine la prise de risque. Dans le même temps, l'État-providence prend une place croissante. Pour amortir les chocs sociaux, les États européens augmentent les dépenses sociales, les transferts, les mécanismes de protection. Ces choix sont compréhensibles. Ils évitent une explosion sociale, mais ils ont un coût économique. Une part croissante de la richesse est consacrée à maintenir le niveau de vie plutôt qu'à préparer la croissance future. La dette finance de plus en plus la stabilité, de moins en moins la transformation productive. L'Europe ne sort donc pas de la crise plus faible parce qu'elle aurait trop protégé ou trop dépensé. Elle sort plus faible parce qu'elle a consacré une décennie entière à gérer ses fragilités internes, au lieu d'investir massivement dans les secteurs d'avenir. Pendant ce temps, les États-Unis, une fois leur système financier stabilisé, utilisent la décennie suivante pour réallouer le capital. Les grandes entreprises technologiques grossissent. Les investissements se concentrent sur le numérique, les plateformes puis l'intelligence artificielle. À partir de ce moment-là, les trajectoires divergent durablement. L'Europe devient une économie de gestion et de protection, alors que les États-Unis restent une économie d'investissement et de projection. Ce n'est pas un jugement moral, c'est un constat macroéconomique. Depuis 2008, la démographie devient un facteur central du décrochage européen. Et la comparaison avec les États-Unis est très éclairante. En Europe, la fécondité est durablement faible. Le taux de fécondité moyen se situe autour de 1,4 enfants par femme. C'est très en dessous du seuil de renouvellement des générations qui est d'environ 2,1. La France, longtemps présentée comme une exception, n'échappe plus à cette tendance. Son taux de fécondité est passé d'environ 2 enfants par femme au début des années 2000 à environ 1,7, puis en baisse continue depuis. Concrètement, cela signifie que les générations qui arrivent sur le marché du travail sont moins nombreuses que celles qui partent à la retraite. Aux États-Unis, la situation est différente. La fécondité y est elle aussi en baisse, mais elle reste structurellement plus élevée qu'en Europe, autour de 1,6 à 1,7 enfants par femme. La différence ne semble pas spectaculaire à première vue, mais à l'échelle d'un continent et sur plusieurs décennies, elle est déterminante. Surtout, la démographie américaine ne repose pas uniquement sur la natalité. Les États-Unis bénéficient d'une immigration nette positive, souvent plus jeune et plus qualifiée, qui alimente directement la population active.
Résultat, la population américaine continue de croître et sa population en âge de travailler progresse plus vite qu'en Europe. En Europe, au contraire, la population vieillit rapidement. Le ratio entre actifs et inactifs se dégrade, moins de personnes travaillent pour financer davantage de retraites et de dépenses de santé et de protection sociale. Ce facteur démographique pèse directement sur la croissance. Une économie dont la population active stagne ou recule ne peut croître rapidement qu'en augmentant fortement sa productivité. Or, comme on l'a vu, l'Europe n'a pas compensé ce handicap par un effort d'investissement suffisant. La démographie influence aussi les choix politiques. Une population plus âgée privilégie naturellement la stabilité, la protection des acquis, la préservation du pouvoir d'achat. Les réformes structurelles deviennent plus difficiles à faire accepter. Depuis 2008, l'Europe fait donc face à une contrainte supplémentaire, silencieuse mais puissante. Une fécondité plus faible, une population active en stagnation et un vieillissement rapide. Les États-Unis, eux, combinent une démographie plus dynamique et une immigration plus efficace. Cela soutient leur croissance, leur capacité d'adaptation et, in fine, leur puissance économique. La démographie ne décide pas de tout, mais lorsqu'elle devient défavorable, elle rend tous les autres problèmes plus difficiles à résoudre. Il n'y a pas de mystère en économie. La richesse se crée en travaillant beaucoup et en travaillant bien. La quantité de travail compte autant que la qualité. Et quand l'une ou l'autre fait défaut, la croissance ralentit. Or, depuis une quinzaine d'années, l'Europe cumule des faiblesses sur ces deux dimensions. Et la démographie défavorable rend ces faiblesses encore plus visibles. Premier élément, le chômage. En Europe, le taux de chômage moyen se situe autour de 6 à 7%. Dans plusieurs pays, il reste durablement élevé. Aux États-Unis, le chômage évolue le plus souvent entre 3 et 4%. Cela signifie qu'une part plus importante de la population en âge de travailler est effectivement en emploi. Deuxième élément, le taux d'activité. Le taux d'activité mesure la proportion de personnes qui travaillent ou cherchent activement un emploi. En Europe, il est d'environ 74%. Aux États-Unis, il est plus proche de 78%. Là encore, l'écart paraît faible, mais appliqué à des centaines de millions de personnes, il représente des dizaines de millions d'actifs en plus. Cet écart s'explique en partie par la législation du travail. En Europe, le droit du travail est plus protecteur, les contrats sont plus encadrés, les licenciements sont plus coûteux et plus risqués juridiquement. Ce modèle sécurise les salariés, il protège contre la précarité, mais il a un effet secondaire bien connu, il décourage certaines embauches, en particulier dans les petites entreprises ou dans les secteurs innovants. Aux États-Unis, le marché du travail est plus flexible, les embauches et les licenciements sont plus simples, le risque est davantage porté par l'individu que par l'entreprise. Cela crée plus d'instabilité, mais aussi plus de fluidité. Troisième élément, la durée du travail. En moyenne, un salarié européen travaille environ 1500 à 1600 heures par an. Aux États-Unis, ce chiffre est plus proche de 1750 à 1800 heures par an. Cela représente 200 à 300 heures de travail en plus par personne et par an. À l'échelle d'une économie entière, l'impact est considérable. La semaine de travail est plus courte en Europe. Les congés sont plus nombreux. Ce sont des choix de société assumés, mais ce sont aussi des choix économiques. Quatrième élément, la productivité, c'est-à-dire la qualité du travail. Pendant longtemps, l'Europe a compensé un temps de travail plus court par une productivité élevée. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Depuis les années 2010, la productivité progresse d'environ 0,5% par an en Europe contre 1 à 1,5% par an aux États-Unis. Là encore, l'écart semble modeste, mais il est cumulatif. Année après année, l'avance américaine s'accumule. Au final, l'Europe cumule 4 handicaps. Moins de personnes en emploi, taux d'activité plus faible, moins d'heures travaillées et des gains de productivité plus lents. Ces éléments sont directement liés à ce que nous avons vu précédemment. Une population vieillissante, protégée par un État-providence étendu, privilégie naturellement la stabilité et la sécurité. Cela limite la flexibilité du marché du travail et freine l'ajustement économique. Les États-Unis, à l'inverse, combinent une démographie plus dynamique, un marché du travail plus fluide, un temps de travail plus long et une capacité supérieure à transformer l'innovation en gain de productivité. Ce n'est pas une question de modèle bon ou mauvais, c'est une question de cohérence économique. Quand la quantité et la qualité du travail diminuent en même temps, la croissance ralentit mécaniquement. Et lorsque cette situation dure, le décrochage devient structurel. Quand une population active progresse peu, quand on travaille moins d'heures,
il n'y a qu'une seule manière de maintenir la croissance, augmenter fortement la productivité. Et aujourd'hui, le principal moteur de la productivité, c'est la technologie. Automatisation, numérique, plateforme, intelligence artificielle. Ce sont ces outils qui permettent de produire plus avec moins de travail humain. Sur ce terrain, l'écart entre l'Europe et les États-Unis s'est creusé très rapidement après 2008. Aux États-Unis, la technologie est pensée comme un accélérateur économique. Les entreprises investissent massivement. Le capital risque finance la prise de risque. Les innovations sont déployées plus vite, à grande échelle, sur un marché intérieur unifié. Cette dynamique se voit très clairement si l'on regarde les entreprises les plus valorisées. Aux États-Unis, l'essentiel de la capitalisation boursière repose aujourd'hui sur des entreprises créées il y a moins de 30 à 40 ans. Amazon est né en 1994, Google à la fin des années 90, Nvidia au début des années 90. Ces groupes sont devenus en quelques décennies des piliers de l'économie mondiale. Autrement dit, le cœur de la puissance économique américaine repose sur des entreprises récentes, nées avec le numérique et la technologie comme modèle central. En Europe, et particulièrement en France, le constat est très différent. Les entreprises les plus valorisées ont souvent plus de 100 ans. Elles sont issues de l'industrie, de l'énergie, de la banque ou des services traditionnels. Elles sont solides, certes, rentables, bien gérées, mais elles ne sont pas le produit des grandes ruptures technologiques récentes. Cela ne signifie pas que l'Europe n'innove pas, cela signifie qu'elle transforme moins souvent l'innovation en géants économiques mondiaux. Cette différence a un impact direct sur la productivité. Les entreprises technologiques diffusent plus vite l'automatisation, le numérique et l'intelligence artificielle dans l'ensemble de l'économie. Lorsqu'elles sont absentes ou minoritaires, les gains de productivité sont plus faibles et plus lents. En Europe, l'investissement technologique est plus limité, le capital risque est moins abondant, les marchés restent fragmentés, les réglementations diffèrent d'un pays à l'autre, les entreprises peinent à changer d'échelle. La technologie est aussi souvent abordée d'abord sous l'angle du risque, protection des données, concurrence, encadrement des usages. Ces précautions sont légitimes, mais lorsqu'elles ralentissent le déploiement des innovations, elles pèsent directement sur la productivité. On retrouve ici l'équation du chapitre précédent. Moins de personnes en emploi, moins d'heures travaillées et une technologie qui ne compense pas suffisamment ses faiblesses. A l'inverse, les États-Unis combinent un marché du travail plus flexible et une adoption rapide des technologies. La productivité progresse plus vite, la croissance suit, les salaires, l'investissement et la puissance économique aussi. La technologie n'est donc pas un sujet isolé. Elle est le point de convergence de tous les autres facteurs du décrochage. Lorsqu'une économie ne parvient plus à faire émerger de nouveaux champions technologiques, elle finit par ralentir durablement. Même si ces entreprises historiques restent solides, c'est sur ce terrain que le décrochage entre l'Europe et les États-Unis est aujourd'hui le plus visible et sans doute le plus difficile à rattraper. Pendant plusieurs siècles, l'Europe a été le centre du monde. Elle a dominé par la science, par l'industrie, par le commerce, par la finance et par la force aussi. Elle a fixé les règles, imposé ses normes, contrôlé des territoires, extrait des richesses. Cette domination a façonné le monde moderne, pour le meilleur et pour le pire. Ce passé explique la puissance européenne. Il explique aussi une part de ses aveuglements, car ce que nous avons décrit tout au long de cette vidéo, c'est un retournement historique. L'Europe, qui a longtemps dominé le monde grâce à sa supériorité économique, est aujourd'hui engagée dans une trajectoire de décrochage face aux États-Unis et à l'Asie. Ce décrochage n'est pas le produit d'un événement isolé. Il résulte d'une accumulation de facteurs, une démographie moins dynamique, un marché du travail plus protecteur mais moins fluide, moins d'heures travaillées, des gains de productivité plus faibles et une incapacité croissante à transformer l'innovation technologique en puissance économique durable. Pris séparément, ces éléments ne condamnaient pas l'Europe. Ensemble, sur plus de 15 ans, ils ont produit une divergence de trajectoire profonde. Le point de bascule est clair, il se situe après 2008. À ce moment-là, l'Europe et les États-Unis étaient à des niveaux de richesse comparables par habitant. Depuis, l'écart s'est creusé et il continue de s'élargir par simple effet de croissance capitalisée. Ce décrochage n'est pas seulement économique, il est stratégique. Une zone qui crée moins de richesse perd progressivement sa capacité à décider par elle-même. Elle dépend des technologies conçues ailleurs, des capitaux venus d'ailleurs, des normes définies ailleurs. L'histoire montre que la domination ne disparaît jamais, elle change de forme. L'Europe a longtemps été du côté de ceux qui dominaient, colonisaient, imposaient leurs règles au reste du monde. Elle pourrait, si la trajectoire actuelle se poursuit, se retrouver du côté de ceux qui subissent une domination économique moderne, contrôle des données, dépendance technologique,
extraction de valeur, contrainte politique indirecte. Ce ne serait pas une colonisation militaire comme hier, ce serait une colonisation par l'économie, par la technologie, par la norme. La question qui se pose aujourd'hui à l'Europe n'est donc pas morale, elle n'est pas idéologique, elle est historique. Soit l'Europe accepte de se transformer en travaillant davantage, en investissant plus, en innovant plus vite, en assumant davantage de risques, soit elle s'installe durablement dans une position de dépendance, inverse exacte de la grandeur qui a fait son histoire. Ce choix ne se fera pas en un an, mais chaque année qui passe sans changement rend ce retournement plus difficile à éviter.